Et si, pour la première fois, l'Afrique négociait non plus en position de faiblesse, mais de force? Imaginez la scène. Après des années de sanctions, de mises à l'écart, de ruptures diplomatiques, un émissaire américain débarque soudainement à Bamako. Ce n'est pas une visite de courtoisie, ni un geste symbolique. Non, c'est un signe clair que quelque chose a changé. Hier encore, l'Occident pensait pouvoir imposer ses règles, sanctionnant chaque État africain pris isolément, espérant ainsi maintenir le continent dans une position de dépendance. Or, l'Afrique, et en particulier l'Alliance des États du Sahel, l'AES, montre aujourd'hui que la force ne se trouve plus dans la soumission ou la dispersion, mais dans l'unité et la coordination stratégique. Ce voyage américain intervient dans un contexte inédit. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, chacun a vécu sa propre tempête politique. Les transitions militaires se sont enchaînées, provoquant une vague de réactions hostiles de la part des puissances occidentales. Sanctions, suspension de la coopération militaire, retrait progressif des troupes étrangères, la recette habituelle. Mais face à l'insécurité grandissante et à la montée des groupes armés, les dirigeants sahéliens ont pris une décision radicale: refuser d'être dictés par l'extérieur, diversifier leurs alliances et surtout unir leurs forces. Ce n'est plus une histoire de négociations bilatérales où chaque pays lutte seul. L'AES incarne un basculement. Les États sahéliens parlent désormais d'une seule voix, s'affichent solidaires face aux pressions extérieures et affirment leur souveraineté. Mais cette opportunité est fragile. Si l'Afrique ne parvient pas à maintenir cette coordination, elle risque de replonger dans l'isolement, la dépendance et l'insécurité. Alors, cette unité stratégique du Sahel peut-elle transformer le rôle de l'Afrique dans le nouvel ordre mondial? Pour comprendre ce moment décisif, plongeons d'abord dans le contexte qui a permis cette transformation stratégique. Le Sahel, théâtre de bouleversements, est devenu le laboratoire des nouveaux équilibres mondiaux. Depuis quelques années, cette région au cœur de l'Afrique de l'Ouest cristallise toutes les tensions et toutes les attentes. Entre 2020 et 2023, une cascade de transitions militaires a bouleversé le Mali, le Burkina Faso et enfin le Niger, déclenchant une onde de choc dans les chancelleries occidentales. La réponse ne s'est pas fait attendre. Sanctions économiques, suspension des coopérations, retrait progressif des forces françaises et américaines. L'Occident pensait ainsi maintenir la pression et imposer ses conditions. Mais sur le terrain, la réalité s'est avérée plus complexe. Loin de ramener la stabilité, ces ruptures brutales ont laissé un vide sécuritaire. Les groupes armés ont profité de l'occasion pour étendre leur influence, menaçant même des capitales autrefois jugées intouchables. Les États sahéliens, confrontés à l'immense défi de sécuriser des territoires vastes comme des pays européens, se sont retrouvés isolés. Face à l'inefficacité des dispositifs traditionnels et au poids des conditionnalités occidentales, les nouveaux dirigeants ont opéré un tournant stratégique. Ils ont décidé de diversifier leurs partenaires. C'est dans ce contexte qu'un nouvel acteur a pris de l'ampleur: la Russie. Moscou, via Africa Corps, a proposé une assistance sécuritaire sans conditions politiques affichées, rompant ainsi avec la tradition occidentale d'imposer des contreparties sur la gouvernance ou les droits humains. Pour les États du Sahel, souvent en quête de légitimité intérieure, cet appui s'est imposé comme une alternative pragmatique. L'essentiel n'était plus l'idéologie, mais la présence sur le terrain. Là où d'autres se retiraient, la Russie restait et consolidait une narrative de souveraineté qui résonnait puissamment auprès des populations. Mais ce repositionnement stratégique n'est pas sans risque. Livrés à eux-mêmes, dépendants de partenaires extérieurs et exposés à une insécurité persistante, les pays du Sahel pourraient s'enliser dans une spirale de violence et de dépendance. Sans solution collective, la maîtrise du territoire et des ressources demeure fragile, ce qui menace la stabilité de toute la région. Pourtant, derrière ces enjeux sécuritaires, un autre facteur rebat les cartes et attire soudain tous les regards sur le Sahel. Sa richesse économique, un enjeu colossal qui redéfinit l'intérêt mondial pour la région. Le véritable enjeu, ici, dépasse largement la question de la paix.
c'est le contrôle de ressources absolument crucial pour l'avenir énergétique et industriel du monde. On parle souvent de conflits, de sécurité, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Sahel, cette vaste bande saharienne, regorge littéralement de richesses stratégiques. Or, uranium, lithium, manganèse. Ce sont des minerais devenus essentiels pour les batteries, les infrastructures numériques, l'industrie aéronautique et surtout, la transition énergétique mondiale. Si demain, les voitures électriques et les panneaux solaires continuent de se multiplier, c'est aussi parce que le sous-sol de cette région le permet. Jusqu'à récemment, tout le jeu international consistait à traiter ces pays du Sahel un par un. Lorsqu'un État essayait de s'affirmer, il se retrouvait isolé, sanctionné, soumis à d'intenses pressions diplomatiques. L'Occident pensait que cet isolement forcerait les mains, une aide contre des concessions, ou rien du tout. Mais l'émergence de l'Alliance des États du Sahel, d'abord militaire, puis politique, change fondamentalement la donne. La coordination régionale, c'est la réponse stratégique à la fragmentation imposée de l'extérieur. Regardez ce qu'il s'est passé avec le Mali. Quand Washington a posé ses conditions pour une reprise de la coopération sécuritaire, retour à l'ordre constitutionnel, retrait du soutien russe, les autorités maliennes n'ont pas crié au scandale. Mais elles n'ont pas non plus cédé. Elles ont réorienté la discussion. Désormais, toute négociation doit s'inscrire dans le cadre régional, celui de l'AES. C'est un message très clair. Fini les pressions individuelles, les influences bilatérales. Désormais, c'est un bloc qui négocie et absorbe les chocs. C'est là que le rapport de force s'inverse. Un pays seul peut être affaibli. Un bloc, c'est une armure collective. Les sanctions? Elles perdent de leur effet quand la riposte est coordonnée. Les dispositifs bilatéraux, qui fragilisaient la cohésion, laissent place à une dynamique où chaque décision pèse sur l'ensemble. Pour les grandes puissances, l'accès aux ressources stratégiques du Sahel n'est plus garanti. Elles doivent composer avec l'AES, qui peut désormais choisir ses partenaires, ses conditions. Mais il y a un risque énorme. Si cette alliance échoue, si la solidarité se fissure, le Sahel pourrait retomber dans la fragmentation et redevenir un terrain de jeu pour les exploitations étrangères. En revanche, si l'AES tient bon, c'est tout le continent africain qui pourrait trouver dans cette expérience le modèle d'une puissance collective face au monde. Pour bien comprendre la portée de ce tournant, il faut maintenant le replacer dans la grande histoire des alliances régionales. L'unité est-elle un mirage, ou la clé de l'indépendance africaine dans le monde de demain? Pour répondre à cette question, il faut jeter un œil dans le rétroviseur de l'histoire. Après 1945, l'Europe dévastée a compris que la survie ne passerait pas par le repli sur soi. D'abord avec la CECA, puis avec l'Union européenne, les anciens rivaux ont posé les bases d'une intégration pragmatique, dictée non par l'idéalisme, mais par la nécessité d'exister face aux superpuissances. Cette union n'était pas acquise d'avance. Elle s'est forgée dans la douleur, à force de compromis et sous la pression du contexte mondial. L'Afrique, au contraire, a hérité de la fragmentation. Les frontières tracées au cordeau, les institutions fragiles, et surtout, une tentation permanente pour les puissances extérieures de privilégier la négociation bilatérale. Pourquoi? Parce que fragmenter, c'est affaiblir. Pendant des décennies, l'Occident comme d'autres acteurs ont trouvé plus facile d'imposer leur vue à des États isolés qu'à un bloc uni. C'est là que l'Alliance des États du Sahel bouleverse la donne. Pour la première fois, on voit émerger une coordination réellement opérationnelle, même si elle reste encore loin de l'intégration poussée de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de rêves abstraits, mais d'une réponse directe à l'urgence sécuritaire, politique et économique. L'AES, c'est un test grandeur nature. L'Afrique peut-elle, oui ou non, faire bloc face aux pressions extérieures et défendre ses propres intérêts? La nouveauté aussi, c'est la multiplicité des partenaires. Prenons l'exemple de la Russie. Sa présence met fin au monopole occidental et offre à l'Afrique un choix. Or, le pouvoir de négociation naît du choix, pas de la dépendance. Quand un continent a plusieurs options, il peut imposer ses conditions, calibrer ses alliances selon ses propres priorités. Ici, la force ne vient pas d'une confiance aveugle dans un partenaire,
mais de la capacité à mettre en concurrence tous les prétendants. L'enjeu est immense. Si l'AES parvient à maintenir sa cohésion malgré les pressions, alors l'Afrique pourrait enfin accéder à ce levier collectif qui lui a tant manqué. Sinon, elle risque de retomber dans les pièges du passé, prisonnière de logiques imposées de l'extérieur. Alors, concrètement, quelles leçons retenir et quel rôle pour chaque Africain dans cette dynamique? La souveraineté africaine ne sera jamais un cadeau. Elle se construit par la participation et la stratégie. Passer des discours à la réalité, c'est là tout l'enjeu aujourd'hui. L'unité ne se décrète pas, elle se construit jour après jour. Cela veut dire instaurer des habitudes, créer des procédures, développer une discipline collective dans chaque négociation, chaque décision. Ce n'est plus le temps des slogans, mais celui de l'organisation concrète. À chaque fois qu'une puissance extérieure propose un accord, une aide, un partenariat, la première question doit être: cet accord sert-il les intérêts du collectif africain ou divise-t-il nos forces? Filtrer toute offre à travers le prisme de l'unité régionale, c'est le seul moyen d'éviter les pièges de l'isolement. Mais cette coordination ne doit pas rester l'apanage des chefs d'État ou des diplomates. Elle exige une mobilisation de la société civile, des médias, des jeunes, de chaque citoyen africain. C'est à nous, à vous, d'exiger que nos gouvernements rendent des comptes sur la cohérence de leur engagement au sein du collectif. Les médias doivent informer et analyser. Les jeunes doivent questionner et proposer. C'est ainsi qu'on fait vivre une conscience stratégique à tous les niveaux. Regardez par exemple la plateforme United States of Africa TV. Ici, on ne se contente pas de rapporter l'actualité. On décortique, on débat, on connecte les idées entre pays et générations. On forge une nouvelle mentalité, celle d'un continent qui pense et agit ensemble. Car la puissance africaine naîtra de la coordination, de la réflexion collective et surtout de l'engagement de tout le monde. Si chacun se contente d'attendre, l'élan de l'AES ne sera qu'un feu de paille. Mais si la société civile s'approprie ces réflexes, si l'unité devient notre seconde nature, alors l'Afrique pourra imposer le respect dans chaque négociation mondiale. Le risque est clair. Sans engagement citoyen et sans institutionnalisation des réflexes collectifs, l'Afrique retombera dans ses divisions et perdra sa voix. Mais l'opportunité est immense. Il est temps de clore en vous invitant à agir pour faire partie de cette transformation. L'histoire ne s'écrit pas sans ceux qui osent coordonner leur voix. Ce que nous voyons aujourd'hui avec l'Alliance des États du Sahel, c'est plus qu'une simple alliance militaire ou économique. C'est un signal clair que l'Afrique n'accepte plus d'être fragmentée pour mieux être dominée. L'AES incarne cette bascule, ce test grandeur nature où la coordination prend le pas sur la division et où chaque voix, chaque stratégie partagée commence enfin à peser sur la scène mondiale. Soyons lucides. Le destin du continent ne se décidera pas seulement dans les bureaux feutrés des chancelleries ou lors de sommets diplomatiques ultra-médiatisés. Il se forge aussi à travers notre capacité à penser collectivement, à dépasser la peur de l'isolement, à transformer la diversité en force stratégique. Car le vrai risque, aujourd'hui, ce n'est pas l'échec d'une alliance. Le vrai risque, c'est de laisser passer ce moment charnière, de rester spectateur pendant que d'autres décident pour nous, exploitent nos ressources et redessinent nos frontières d'influence. Il ne s'agit pas de rêver une Afrique unie par principe, mais de bâtir, pas à pas, une union de fait, capable de négocier, de protéger ses intérêts, d'imposer le respect. Chacune et chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette dynamique, par la réflexion, l'engagement, la vigilance. Votre voix compte, votre conscience compte. Votre volonté de débattre et d'agir ensemble compte plus que jamais. Alors, à vous de jouer. Selon vous, l'AES saura-t-elle résister à la pression extérieure ou finira-t-elle par se fragmenter comme tant d'autres tentatives passées? Faut-il que les États africains coordonnent désormais toutes leurs négociations majeures au niveau régional ou la diplomatie bilatérale reste-t-elle plus efficace? Partagez vos avis en commentaire. Débattons, analysons, construisons ensemble cette nouvelle force collective qui peut, enfin, peser sur l'avenir du continent.